Monsieur le Président de la commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'avais pris l'engagement devant vous, dès le 21 janvier, de poursuivre à vos côtés le travail normatif pour renforcer l'ensemble des règles et pour renforcer ensemble la protection des mineurs victimes de violences sexuelles. C'est désormais chose faite. En faisant prospérer l'initiative sénatoriale, le Gouvernement a fait le choix de saisir votre main tendue, mesdames et messieurs les sénateurs, pour dépasser les clivages sur un sujet qui nécessite notre mobilisation collective. Pour progresser dans les solutions que nous pouvions apporter face à ces situations, il nous fallait conduire ensemble les réflexions avec hauteur de vue, nuance et discernement. Là aussi, c'est chose faite. Sous l'impulsion du Président de la République, nous avons pris le temps, avec mon collègue Adrien Taquet, de consulter largement les associations engagées au quotidien aux côtés des victimes pour dégager les points de consensus, mais aussi prendre en compte les nombreuses divergences légitimes. 3 dispositions fondamentales se sont clairement dégagées de nos échanges. La fixation d'un seuil d'âge à 15 ans, le renforcement de la répression de l'inceste et enfin l'allongement de la prescription en cas de pluralité de victimes. Nous y avons ajouté, au cours des débats parlementaires à l'Assemblée nationale, la prise en compte d'une réalité intolérable, la prostitution des plus jeunes, qui progresse malheureusement et qui doit être combattue sans relâche. Nous avons également pris en compte les remarques que le Sénat avait formulées en janvier pour mieux réprimer tous les actes bucco-génitaux subis ou imposés. Ce sont donc au total 5 avancées incontestables que porte cette proposition de loi. Ces évolutions majeures sont de plus, je le crois, respectueuses de notre État de droit et en particulier des exigences constitutionnelles de proportionnalité et d'égalité devant la loi pénale. C'est ainsi que le 5 mars dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ces avancées historiques. Je veux ainsi souligner la qualité des travaux menés par l'ensemble des parlementaires, en saluant en particulier l'implication tout à fait remarquable des rapporteurs, Madame la députée Alexandra Louis à l'Assemblée nationale et bien sûr vous-même, Madame la sénatrice Marie Mercier. Le dialogue que nous avons pu instaurer grâce à vous, ainsi qu'au président Buffet, que je tiens à saluer également, a été essentiel dans la construction de la version du texte dont nous débattons aujourd'hui. Permettez-moi également d'avoir un mot tout à fait particulier pour l'auteur de cette proposition de loi, la présidente Annick Billon, dont l'engagement nous a lui aussi permis d'être réunis ici aujourd'hui. Je me désole, et je le dis de la façon la plus solennelle, de la campagne de désinformation, pour ne pas dire plus, dont vous avez pu faire l'objet, Madame la sénatrice, au mépris total du travail mené et des avancées réalisées. Je tiens donc, Madame la sénatrice, dans cet hémicycle et en ce moment important, à vous adresser mes remerciements et à vous apporter mon plus chaleureux soutien. Je le sais et je l'ai déjà dit, si le sujet qui nous occupe aujourd'hui suscite les passions et sans doute beaucoup d'émotions légitimes, cette passion et cette émotion ne peuvent, en matière pénale, être notre seul guide. La passion et l'émotion sont souvent mauvaises conseillères, comme en témoignent les suggestions de toutes sortes, visant à renverser la charge de la preuve. Et pourquoi pas prévoir les peines plus lourdes que pour le meurtre. Et pourquoi pas? Ou encore l'imprescriptibilité de ces faits.
Et pourquoi pas là encore? Je le dis solennellement, il est de notre devoir d'aborder cette question en responsabilité pour que la réponse juridique soit à la hauteur de l'attente des victimes, que nous savons grande, mais rien ne serait pire que de les recevoir dans un dispositif, de les décevoir par un dispositif bancal ou même contraire à notre Constitution. C'est pourquoi je me félicite que votre commission des lois ait voté en conscience ces avancées historiques tout en poursuivant le travail d'enrichissement du texte. Je ne doute d'ailleurs pas que la poursuite de nos débats nous permettra d'aboutir sur les tout derniers points restant encore en discussion. Le travail de pédagogie en direction de nos concitoyens est immense. C'est pourquoi il nous faut être concrets. Quels seront les effets de ce texte dans notre droit pénal? Comment va-t-il renforcer la protection des enfants face aux violences sexuelles commises par des adultes? C'est à ces questions qu'il nous faut bien sûr répondre clairement. Tout d'abord, aucun adulte ne pourra se prévaloir du consentement d'un mineur de moins de 15 ans. Le texte propose d'ajouter des nouvelles définitions au crime de viol et au délit d'agression sexuelle, permettant d'exclure du débat judiciaire la question du consentement du mineur. Je l'ai dit, nos exigences constitutionnelles doivent être prises en compte, c'est pourquoi il nous faut garantir la proportionnalité de la répression qui tend vers une criminalisation automatique des nombreuses situations. C'est l'écart d'âge de 5 ans qui permet de protéger les amours adolescentes, parce que, qu'on le veuille ou non, nos adolescents ont une sexualité, parce que c'est la vie, parce que c'est leur vie. Ne devenons pas les censeurs de leur vie sentimentale. J'ai entendu les débats houleux et peut-être mal informés qui sont nés autour de cet écart d'âge. Mais là encore, il nous faut être clairs. L'instauration de cet écart d'âge n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de protéger les délinquants sexuels au bénéfice de leur jeune âge. Par ailleurs, tout en instaurant une loi pénale plus forte, qui en vertu de nos principes constitutionnels ne s'appliquera que pour l'avenir, il nous faut maintenir un niveau très élevé de protection pour toutes les victimes de faits commis avant l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle. Ainsi, les dispositions issues de la loi de 2018 continueront à s'appliquer. Le viol et l'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sont évidemment maintenus. De même, le délit d'atteinte sexuelle ne sera pas supprimé, afin notamment de permettre de sanctionner des faits qui ne tomberont pas sous les nouvelles qualifications, mais aussi pour permettre de continuer de réprimer des faits commis avant la réforme. Il n'est pas envisageable, en effet, de laisser sur le bord de la route les victimes passées des abus sexuels commis par des majeurs et d'adopter une réforme qui aurait pour effet d'amnistier les auteurs de ces actes. Autre avancée majeure de la proposition de loi, les viols incestueux et les agressions sexuelles incestueuses seront désormais définis de manière autonome dans le code pénal et protègent tous les mineurs. Le seuil d'âge est ici de 18 ans. Les ascendants sont nécessairement visés par le viol incestueux et l'agression sexuelle incestueuse. L'oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, les neveux, nièces, frères, sœurs, conjoints de ces derniers, beau-père ou belle-mère exerçant une autorité de fait ou de droit sur le mineur seront évidemment concernés. Pourquoi dès lors introduire la notion d'autorité de droit ou de fait dans le cadre des nouvelles incriminations incestueuses? Parce que nous ne pouvons pas, en dehors des ascendants, automatiquement et sans individualisation, criminaliser la relation sexuelle en raison du lien de sang. Dans ces situations, il nous faut faire confiance au discernement et à l'appréciation des situations de nos procureurs et de nos juges. Vous les rencontrez régulièrement dans le cadre de vos travaux parlementaires et vous connaissez leur engagement malgré la difficulté de leur mission. Ils sont confrontés tous les jours à l'indicible, à l'inaudible,
et ils savent bien sûr distinguer ce qui relève de la loi pénale. Je souligne avec force devant vous l'avancée réalisée en matière de relations incestueuses entre un majeur et un mineur, puisque désormais, les tribunaux n'auront plus à rechercher la violence, la contrainte, la menace ou encore la surprise. Autre évolution majeure, dans les situations où un même auteur réitère des crimes ou délits sexuels sur plusieurs victimes, je m'étais engagé à proposer un dispositif permettant un traitement judiciaire égalitaire pour toutes les victimes. Les travaux normatifs nous ont conduits à instaurer un régime de prescription spécifique protecteur des mineurs, le mécanisme de prescription prolongée, qui permet de faire bénéficier à toutes les victimes de la prescription la plus longue, et un autre mécanisme que nous mettons en place permettant d'interrompre la prescription de tous les crimes par la plainte de la dernière victime. Ainsi, même si le dernier crime n'est finalement pas poursuivi faute de preuves ou s'il fait l'objet d'un acquittement, les autres crimes révélés grâce à ce dernier crime pourront quand même être jugés. Enfin, je l'ai évoqué au début de mon propos, la situation des mineurs victimes de prostitution est bien prise en compte. Désormais, grâce aux nouvelles incriminations, tout majeur de 18 ans qui rémunère une relation sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans commet un viol puni de 20 ans ou un délit d'agression sexuelle puni de 10 ans. Je salue ici, Madame la rapporteure, un ajout souhaité par votre commission qui complète la rédaction du texte en incluant non seulement la relation sexuelle rémunérée, mais également la promesse de rémunération, la fourniture d'un avantage en nature ou la promesse d'un tel avantage. Cet ajout permet un véritable renforcement de la protection de nos mineurs. C'est dans ce même esprit que votre commission a permis l'extension du nouveau délit de sextorsion à tous les mineurs de 18 ans. Vous le voyez, le texte, loin d'être un mauvais texte, comme j'ai pu le lire, le texte qui vous est présenté porte aujourd'hui des avancées inédites sur de nombreux aspects de la protection que nous devons à nos mineurs face aux violences sexuelles qu'ils subissent. L'ambition historique qu'il porte nous permettra de dire solennellement aux victimes : il y aura un avant et un après cette loi. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à Madame Marie Mercier, rapporteure de la Commission des lois. Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, il y a exactement 10 jours, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi au nouveau titre, puisqu'elle vise à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, de façon à prendre en compte les nombreuses dispositions qui ont donc enrichi le texte qui avait été déposé par notre collègue Annick Billon. Le Sénat avait également adopté à l'unanimité, après l'avoir amendée, cette proposition de loi. Les votes successifs montrent que le texte répond à une attente. Dans leur grande majorité, nos concitoyens demandent un renforcement de la protection des mineurs contre les violences sexuelles qui peuvent être commises par les adultes. L'objectif essentiel est qu'il ne soit plus nécessaire de s'interroger sur la question du consentement du jeune mineur, eu égard à son manque de maturité et de discernement. Rappelons-nous Camus, « Un homme, ça s'empêche ». Il est effectivement de la responsabilité de l'adulte de respecter des limites pour préserver l'intégrité physique et psychique des enfants et des adolescents, et je crois que nous sommes tous d'accord. En première lecture, nous avions estimé que la création d'une infraction autonome de crime sexuel sur mineurs, avec un seuil d'âge fixé à 13 ans, répondait à nos objectifs. Il en aurait résulté une gradation dans la protection des mineurs, avec le délit d'atteinte sexuelle puni de 7 ans d'emprisonnement pour protéger les mineurs de moins de 15 ans, et le nouveau crime sexuel sur mineurs pour protéger les mineurs de moins de 13 ans et 20 ans de prison. Il nous faut reconnaître cependant que le choix d'un seuil à 13 ans
même s'il présente de solides justifications, a pu être mal compris et parfois mal perçu, même comme un recul par rapport au seuil de 15 ans qui figure dans le délit d'atteinte sexuelle. Je veux témoigner ici, comme vous l'avez fait, monsieur le garde des Sceaux, de ma sympathie à Annick Billon, qui a fait l'objet dans les jours qui ont suivi l'adoption du texte au Sénat d'attaques inacceptables sur les réseaux sociaux. Avec l'appui de la Chancellerie, l'Assemblée nationale a imaginé une solution différente qui tient compte de nos préoccupations tout en étant mieux comprise par les associations de protection de l'enfance, comme les auditions auxquelles j'ai procédé ont pu me le montrer. Dans le texte qui nous est transmis, le seuil d'âge est fixé à 15 ans, mais il est assorti d'un écart d'âge de 5 ans entre l'auteur des faits et la victime. De cette manière, les relations consenties entre un mineur d'un peu moins de 15 ans et un tout jeune majeur, relations qui ont d'ailleurs pu débuter alors que les deux partenaires étaient mineurs, ne seront pas automatiquement criminalisées. C'est le mot « automatique » qui est important dans cette phrase. Le choix de créer une infraction autonome avait également suscité des réserves, certains lui reprochant d'évacuer la dimension violente du passage à l'acte, qui serait mieux prise en compte avec la qualification de viol ou d'agression sexuelle. Sur ce point également, l'Assemblée nationale a fait preuve d'esprit de synthèse en décidant de qualifier de viol la nouvelle infraction sur mineur. Je tiens à dire que certaines infractions prévues par le Code pénal renvoient à plusieurs définitions. C'est le cas par exemple pour le harcèlement sexuel, qui suppose en principe la commission d'actes répétés, mais qui peut aussi être constitué si un acte unique particulièrement grave a été commis. Donc tel serait désormais le cas pour le crime de viol, à la définition classique qui suppose un élément de contrainte, menace, violence ou surprise, s'ajouterait une nouvelle définition applicable seulement si la victime est un mineur de 15 ans. Concernant la définition du viol, je signale que l'Assemblée nationale a conservé la modification que le Sénat avait adoptée sur proposition de nos collègues Esther Benbassa et Laurence Rossignol, tendant à élargir aux actes bucco-génitaux. Il s'agit là d'une avancée importante, ces actes pouvant être aussi traumatisants pour la victime qu'une pénétration sexuelle. Sur la question de l'inceste, le texte renforce la protection de tous les mineurs jusqu'à 18 ans en introduisant 2 nouvelles infractions de crimes incestueux et d'agression sexuelle incestueuse qui seront constituées si les faits sont commis par un ascendant ou par un membre de la famille ayant une autorité de droit ou de fait sur la victime. Par membre de la famille, il faut entendre les frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces, ainsi que leurs conjoints, concubins ou partenaires de Pacs. L'Assemblée nationale a souhaité ajouter à cette liste les grands-oncles et les grands-tantes. Je sais que l'exigence d'une autorité de droit ou de fait a pu susciter des interrogations. Après réflexion, je suis arrivée à la conclusion qu'il s'agit d'un critère essentiel à la cohérence d'ensemble du dispositif. En effet, en l'absence d'une relation d'autorité, comment distinguer l'auteur des faits de la victime ? Certains diront que le partenaire majeur est forcément coupable, mais cette affirmation ne résiste pas à un examen objectif de la diversité des situations qui peuvent se rencontrer sur le terrain. Par exemple, dans une famille, un fils de 17 ans peut fort bien avoir l'ascendant sur le reste de la fratrie, y compris sur sa sœur de 18 ans et demi. Si le père est absent, et il arrive même parfois que le fils aîné se comporte quasiment en chef de famille, en cas de relation incestueuse, il convient donc d'examiner chaque situation au cas par cas, et c'est le rôle du juge, afin de déterminer qui a imposé l'acte sexuel, sans quoi nous nous exposerions à un risque élevé d'erreur judiciaire. J'en arrive à la question un peu complexe de la prescription pour vous indiquer d'abord que l'Assemblée nationale a conservé l'allongement du délai de prescription pour le délit de non-dénonciation d'infraction sur mineur que le Sénat avait adopté en le recentrant sur les crimes et délits sexuels, ce qui est cohérent avec l'objet du texte. En ce qui concerne la prescription des crimes et délits sexuels eux-mêmes, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, un double mécanisme. Donc le premier s'inspire de celui introduit par le Sénat. Il aurait pour effet de prolonger le délai de prescription d'un crime ou délit sexuel sur mineur si l'auteur commet un autre crime ou délit sexuel sur un autre mineur. Le deuxième mécanisme s'inspire de la notion de connexité. Un acte interruptif de prescription, une audition par exemple, interromprait la prescription non seulement dans l'affaire considérée, mais également dans les autres procédures dans lesquelles serait reproché au même auteur la commission d'un autre crime ou délit sexuel sur mineur.
Avec ces deux dispositifs, toutes les victimes pourront comparaître comme telles devant la cour d'assises, alors qu'aujourd'hui, les victimes les plus anciennes, dont les faits sont prescrits, sont seulement entendues en tant que témoins. Je sais que le garde des Sceaux, fort de sa longue expérience d'avocat pénaliste, est sensible à cette évolution que notre commission a approuvée. J'évoquerai enfin les autres dispositions qui figurent dans le texte. Tout d'abord, l'Assemblée nationale a conservé les mesures à caractère préventif que nous avions adoptées à l'initiative de Michel Savin et Valérie Boyer. Elles tendent à élargir la liste des inscriptions entraînant une inscription au FIJES et les juridictions à prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec le mineur. L'Assemblée nationale a enrichi le texte à l'initiative de la rapporteure Alexandra Louis, de manière à mieux réprimer des phénomènes nouveaux apparus sur Internet et, je dois dire, très inquiétants, par lesquels des majeurs demandent à des mineurs d'accomplir des actes obscènes devant une caméra en leur demandant de se filmer à 1, à 2, à 3, puis de leur envoyer les images. Parfois qualifiés de sextorsion, ces agissements peuvent ouvrir la voie à un véritable chantage exercé sur le mineur pour l'amener à accomplir des actes de plus en plus avilissants. Je vous propose d'approuver ces dispositions nouvelles afin que la loi pénale exprime clairement notre refus de ce type de comportement. Au total, le texte qui vous est soumis renforce vraiment la protection des mineurs au prix, il est vrai, d'une plus grande complexité des règles de droit applicables. Un travail de pédagogie devra être mené par la chancellerie auprès des juridictions et je souhaite que nous puissions, après l'adoption de ce texte, stabiliser les règles applicables aux infractions sexuelles sur mineurs afin que les professionnels du droit aient le temps de se les approprier. Ce texte donne des outils aux juges avec le but que nous partageons tous de diminuer le nombre de jugements de classement sans suite. Le regard du juge évolue aussi avec la société. La Commission vous propose de préserver les grands équilibres du texte. Certes, il n'est pas parfait, mais je suis convaincue qu'il marquera une étape importante dans nos politiques de sauvegarde de l'enfance. Il faudra bien sûr l'accompagner de mesures de prévention et d'éducation dans les écoles, dans les milieux sportifs, dans les actions et surtout dans les familles. Ces mesures ne relèvent pas du domaine de la loi, mais elles sont décisives pour préserver les enfants et les adolescents contre les violences sexuelles. Je suis convaincue aussi que ce n'est pas la loi qu'il suffit de changer, mais que ce sont les mentalités qui doivent évoluer. Vraiment, nous devons préserver nos enfants. Les enfants ne doivent pas être saccagés. Les enfants, il faut que tous ensemble, nous soyons là pour préserver leurs rêves. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Stéphane Ravier pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'exception de quelques 68 arts qui ne se sont rien interdit, même pas les rapports sexuels avec des mineurs, vous devez et qui continuent à bénéficier... Vous devez relever le masque sur le nez, monsieur Ravier. C'est un roc, c'est une péninsule, Monsieur le Président. C'est pour ça que le masque baisse un peu. Je reprends donc. À l'exception de quelques 68 arts qui ne se sont rien interdit, même pas les rapports sexuels avec des mineurs, et qui continuent à bénéficier d'une certaine et nauséabonde bienveillance médiatique, voici un texte avec lequel l'ensemble des Français seront d'accord: protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Cependant, nous en avons fait l'expérience. Le Sénat a été pris pour cible à l'issue de la première lecture par une certaine presse qui a relayé à grand renfort de titres raccourcis les intentions contraires à celles que nous avions souhaité donner à ce texte. Quel était le but de cette campagne, sinon de désinformation, à tout le moins de déformation? Déstabiliser le Sénat en sa qualité de contre-pouvoir démocratique? Décrédibiliser l'initiative parlementaire des élus représentant les territoires? Ce qui est certain, c'est que les Français sont à cran, en témoigne l'ampleur prise dans l'opinion par le vote à l'unanimité de ce texte. Je veux donc dire ici, mes chers collègues, pour que nos conclusions soient claires, je veux surtout le dire à ceux qui suivent nos travaux, aux victimes qui attendent beaucoup de la protection de la loi, ainsi qu'aux parents qui craignent pour la sécurité de leurs enfants. Non,
Le Sénat n'a pas abaissé la majorité sexuelle à 13 ans. Oui, le Sénat votera ce texte, et je l'espère, à l'unanimité, et nous continuerons de faire évoluer notre droit pour que les personnes se rendant coupables de viol sur mineurs, viol incestueux, harcèlement, agression sexuelle, atteinte sexuelle ou toute autre circonstance aggravante soient poursuivies et sévèrement punies. Et pour cela, il convient de rappeler que le cœur de cette proposition de loi est la création d'un nouveau crime sexuel sur mineurs de moins de 15 ans. Mais elle permet aussi, après évolution, l'élargissement de la définition du viol et du crime sexuel sur mineurs, l'allongement des délais de prescription. Elle crée aussi 2 nouvelles infractions de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse. Enfin, l'élargissement de la liste des infractions entraînant l'inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Alors, mes chers collègues, je vous appelle à être consciencieux. Ne manquons pas de cohérence et de lisibilité. Il faut une loi compréhensible par tous, qui ne soit pas interprétable par tous les complices de l'abject qui essaient encore de salir, de blesser, de violer psychologiquement par les écrits odieux qu'ils ont encore l'opportunité de publier. Sachons rédiger un interdit clair autant que nous devons voter des peines sévères, exemplaires, à la hauteur de l'ignominie que constituent les actes pédocriminels, à la hauteur des attentes des victimes et de leurs familles. Bien, merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Madame Vanina Paoli-Gagin pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, nous nous réunissons à nouveau aujourd'hui pour garantir à nos enfants une meilleure protection contre les violences sexuelles. Depuis trop longtemps, nous constatons le décalage entre la réalité des violences faites aux enfants et le regard que portent les institutions, mais aussi une partie de la société sur ces violences. Longtemps, nous avons proposé aux victimes une alternative inadéquate, soit le silence, soit des réponses à la fois incomplètes en matière d'accompagnement et complexes au plan judiciaire. C'est pourquoi je me réjouis que des étapes importantes aient été franchies au cours de ces dernières années. Désormais, bien plus qu'hier, on écoute les victimes, on les croit, on les aide. Toutefois, si la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a déjà permis des avancées majeures, il nous faut aller plus loin encore pour que les choses soient désormais claires pour toutes et tous. On ne touche pas à l'innocence des enfants. La proposition de loi déposée par notre collègue Annick Billon s'inscrit dans l'esprit de très nombreux travaux parlementaires déjà menés avec engagement au Sénat et tente de répondre à un terrifiant constat. 80% environ des violences commencent avant 18 ans, la première agression survenant en moyenne à l'âge de 9 ans. Dans plus de 90% des cas, elles sont commises par des proches. Aussi, je me félicite que l'Assemblée nationale ait souhaité contribuer à améliorer la protection des mineurs contre ces violences. Notre commission a travaillé à parfaire les équilibres qui ont pu être trouvés. Il était indispensable de préserver celui de l'échelle des peines. Il était aussi nécessaire de procéder à plusieurs ajustements, notamment en créant de nouvelles circonstances aggravantes. Ce texte durcit également les sanctions de l'inceste et prévoit l'interruption de plusieurs délais de prescription. Ce faisant, la proposition de loi que nous examinons remplit 2 objectifs. Elle améliore d'abord la protection des victimes. Elle envoie ensuite un message clair et fort en rappelant à tous les adultes la nécessité de protéger nos enfants. Si les mineurs de moins de 15 ans sont particulièrement vulnérables, nous considérons que les mineurs dans leur ensemble sont des personnes vulnérables, à qui nous devons une protection accrue. Nous nous réjouissons donc que la rédaction des nouveaux délits de sextorsion sur Internet ait été modifiée en ce sens et protège à présent tous les mineurs. Avant de conclure, je tiens à remercier Annick Billon, auteure de cette proposition de loi, qui consacre un combat de plusieurs années, mais aussi Marie Mercier pour son engagement sur ce sujet et la qualité de ses travaux. Enfin, j'ai une pensée pour toutes les victimes, dont certaines nous écoutent peut-être aujourd'hui.
Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants soutient cette proposition de loi en espérant qu'après les nombreuses discussions qui ont déjà eu lieu sur ce sujet au sein de notre Assemblée, ce texte recueillera un accord transpartisan et que ces dispositions, surtout, s'appliqueront le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Madame Esther Benbassa pour le groupe Écologie Solidarité et Territoires pour 4 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, la nouvelle lecture de cette proposition de loi que nous devons d'abord, il convient de le rappeler, à notre chère collègue Annick Billon, que je salue, est la démonstration parfaite des progrès sociétaux qui peuvent naître d'un travail commun et transpartisan entre les deux assemblées. L'urgence était indéniable. Il convenait de faire évoluer la loi pour mieux protéger les quelques 160 000 mineurs qui, selon les estimations, subissent chaque année en France des violences sexuelles. Il convenait aussi d'apporter une réponse juste à la libération de la parole des victimes d'inceste, notamment sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #MeTooInceste, mais aussi avec les récentes affaires révélées dans les médias et qui ont ému à juste titre l'opinion publique. C'est donc en renfort de cette initiative sénatoriale que les députés de l'Assemblée nationale ont fait le choix, que nous saluons, d'inscrire ce texte à leur ordre du jour et de l'amender positivement pour aboutir à cette version qui nous convient, à mon groupe et à moi-même. Parmi les nouveautés ici de la navette parlementaire, la réécriture de l'article 1er qui vise à sanctionner tout acte sexuel commis par un majeur sur une personne mineure de 15 ans est une amélioration significative. Désormais, la pénétration ou l'acte bucco-génital commis par un majeur sur une personne de moins de 15 ans sera qualifié de vol. Le relèvement de ce seuil de 13 ans à 15 ans était une demande de certaines d'entre nous, et d'ailleurs toutes les sénatrices du groupe Écologie, Solidarité et Territoires, auquel j'appartiens, avaient co-signé en première lecture l'amendement déposé en ce sens par Madame la Présidente Rossignol. Nous nous satisfaisons également du renforcement du dispositif d'interruption du délai de prescription en cas de commission d'un même crime par un même auteur à l'endroit d'autres mineurs. Nous nous félicitons en outre que le rapport bucco-génital soit reconnu comme viol au même titre que la pénétration sexuelle. Mon groupe avait notamment été à l'initiative d'un amendement qui allait dans ce sens. Enfin, et surtout, nous nous réjouissons que la France ait finalement le courage de reconnaître dans son droit l'inceste comme crime en soi. La version issue de l'Assemblée introduit une nouvelle infraction qui est le viol incestueux. L'inceste dans notre pays est une réalité que nous ne pouvions plus ignorer, quand près de 6,7 millions de Françaises et Français auraient été victimes d'inceste, selon une étude menée par l'association Face à l'inceste. Il revient maintenant à l'État de se pencher plus encore sur le sujet et de produire régulièrement des données officielles précises qui permettront de prendre toute l'ampleur de la réalité des violences sexuelles commises sur les personnes mineures. Cette proposition de loi nous semble protectrice et elle constitue une réelle avancée sociétale. Le groupe Écologie, Solidarité et Territoires votera pour ce texte. Merci. Merci, chers collègues. Et la parole est désormais à notre collègue Xavier Iacovelli pour le groupe RDPI pour 4 minutes. Ouais, merci.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, nous examinons aujourd'hui en deuxième lecture la proposition de loi de notre collègue Annick Billon visant à mieux protéger les mineurs des crimes sexuels. Le 21 janvier dernier, nous adoptions à l'unanimité ce texte qui prévoyait initialement d'introduire au sein du Code pénal un nouveau crime autonome, puni de 20 ans de réclusion criminelle et caractérisé par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par un majeur sur un mineur de moins de 13 ans. Pour la première fois, au-delà des clivages qui traversent notre Assemblée, nous inscrivions dans la loi un seuil d'âge de non-consentement, 13 ans à l'origine, afin de criminaliser tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant. Cette PPL a fait l'objet de modifications importantes lors de son examen à l'Assemblée nationale et nous tenons à le saluer. Nous avons tous à l'esprit les innombrables témoignages de personnalités publiques ou d'anonymes qui ont contribué à lever le tabou autour de l'inceste et enfin libérer la parole des victimes. En y intégrant un crime de viol incestueux et un délit d'agression sexuelle incestueuse, ce texte met fin à des lacunes de la loi sur ces actes et à notre aveuglement collectif sur ce que vivent 10% des enfants, bien souvent livrés à eux-mêmes et contraints au silence. En vertu de cette proposition de loi, l'inceste constitue désormais une infraction spécifique assortie de sanctions propres et non plus uniquement une surqualification pénale. Tous les mineurs jusqu'à 18 ans seraient protégés par ces nouvelles dispositions. Je m'en réjouis car non, il n'existe pas d'inceste consenti ou heureux. Il s'agit toujours d'un calvaire qui hante les victimes, parfois tout au long de leur vie. L'article 1er au cœur de cette proposition de loi a donc été réécrit. Un interdit est désormais posé à 15 ans, ce qui conduit à ne plus interroger le consentement du mineur en dessous de cet âge. Il s'agit ici d'une avancée majeure, unanimement saluée. Ce texte pose un principe clair, en dessous de 15 ans, c'est non. Il était toutefois nécessaire d'apporter un aménagement pour éviter de criminaliser les amours adolescentes qui existent et, nous le savons, continueront d'exister dans notre société. Ce texte prévoit donc désormais 4 infractions nouvelles qui ne nécessitent pas d'établir une violence, contrainte, menace ou surprise, allant ainsi dans le sens d'une meilleure protection des mineurs. Cet enrichissement, salué par tous, démontre la capacité de nos assemblées à surmonter ces oppositions lorsque l'intérêt général et surtout celui de nos enfants est en jeu. Nous saluons également la création par voie d'amendement du délit de sextorsion, lorsqu'un majeur incite un mineur sur les réseaux sociaux à commettre un acte de nature sexuelle sur lui-même ou sur un tiers, y compris si cette provocation n'est pas suivie. Ce nouveau délit tend à prendre en compte l'évolution des rapports et l'appétence des jeunes, parfois des très jeunes, pour les réseaux sociaux. Grâce à ce délit de sextorsion, le droit s'adapte à l'apparition de nouvelles formes de criminalité en ligne, dont les mineurs sont victimes et qui conduisent bien souvent à des drames. Enfin, cette proposition de loi crée un mécanisme de prescription prolongé dans le cadre des crimes sériels. Sur proposition du garde des Sceaux, un deuxième mécanisme a été introduit visant à ce qu'un acte interruptif de prescription puisse prendre effet, non seulement dans l'affaire considérée, mais également dans les autres procédures dans lesquelles serait reproché au même auteur la commission d'un autre crime ou délit sur mineur. À titre personnel, je souhaite que nous ayons un débat sur l'existence même du délai de prescription pour les actes sexuels commis sur des mineurs. Pour conclure, je tiens à saluer le travail de notre collègue Annick Billon, qui, par l'adoption, je l'espère, de ce texte, aboutira à une meilleure protection des mineurs. Remercier également la rapporteure, Marie Mercier, dont les amendements ont permis de renforcer juridiquement cette PPL. Remercier enfin le gouvernement pour les concertations qu'il avait annoncées dans notre hémicycle et qui ont été menées pour faire évoluer ce texte. Pour ces raisons, le groupe RDPI soutiendra et votera en faveur de cette proposition de loi. Bien, merci, chers collègues. La parole est désormais à notre collègue Maryse Carrère pour le groupe RDSE pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Permettez-moi, chers collègues, avant de commencer, à quelques jours du début de l'examen du texte sur les respects des principes de la République, d'apporter tout le soutien du groupe RDSE à la présidente Carole Delga et nos collègues conseillers régionaux d'Occitanie qui ont subi cet après-midi, durant leur séance plénière à Toulouse, une violente intrusion par des extrémistes d'Action française. Nous condamnons avec fermeté cette atteinte au fonctionnement d'une institution de notre République et symboliquement à notre démocratie.
Pour en venir à ce texte, au mois de janvier dernier, le Sénat adoptait à l'unanimité cette proposition visant à instituer une nouvelle incrimination pénale de crimes sexuels sur mineurs. Le groupe RDSE et moi-même tenons à redire tout notre soutien pour l'auteur de cette proposition de loi, Annick Billon, victime à l'époque d'une polémique et d'un traitement médiatique injuste et regrettable. Elle aura eu le mérite de remettre l'ouvrage sur le métier et d'engager à nouveau le Parlement dans un travail visant à proposer un meilleur dispositif de condamnation des auteurs de violences sexuelles sur mineurs d'une part, et d'autre part, à enfin pouvoir instituer une véritable condamnation pénale de l'inceste. Désormais, le nouveau texte comprend ce que beaucoup avaient appelé de leur souhait, la condamnation des crimes sexuels sur les mineurs de moins de 15 ans. Il faut le redire, en aucun cas, le Sénat n'avait adopté en première lecture une loi autorisant les relations sexuelles entre un majeur et un mineur à partir de 13 ans. Au contraire, le dispositif voté venait renforcer la protection des enfants. Ainsi, grâce à l'apport de l'Assemblée nationale, ce renforcement bénéficiera également aux enfants de 13 à 15 ans. Jusqu'à cet âge, il ne sera donc plus nécessaire de rechercher l'existence d'un consentement chez l'enfant qui justifierait l'acte de l'adulte. Sur la question de l'inceste, ensuite, déjà en 2019, notre ancienne collègue Françoise Laborde avait été à l'origine d'une proposition de résolution pour intensifier la lutte et la prévention contre l'inceste. Il y a lieu de se réjouir que les choses avancent. Certes, lors de nos débats en première lecture, nous avions buté sur des difficultés d'ordre juridique, quand bien même la condamnation de l'inceste, dans son principe, ne soulevait pas de difficultés. Mais l'Assemblée nationale a pu poursuivre nos travaux et proposer un texte satisfaisant, même s'il n'est pas parfait, qui pourrait mettre fin à une anomalie qui existe depuis trop longtemps dans notre droit, l'absence d'infraction spécifique à l'inceste. Parmi les autres innovations apportées au texte initial, il faut aussi souligner celle qui vise à sanctionner plus durement les prédateurs qui utilisent Internet pour forcer les mineurs à accomplir sur eux-mêmes les actes les plus dégradants. Il s'agit ici aussi d'un fléau qui peut briser durablement la vie de certains enfants et auquel nous devons aussi apporter une réponse pénale. Et c'est quelque chose qui tient à cœur à notre rapporteur, que je salue et je remercie aussi son travail sur ce texte. Enfin, nous observons une actualité médiatique qui révèle de plus en plus régulièrement des affaires de violences sexuelles sur mineurs. Face à ces faits, nous devons apprendre à mieux recevoir la parole des enfants victimes, à faciliter leur accompagnement dans sa dimension judiciaire, certes, mais également dans sa dimension humaine et sociale. Il faut qu'il n'y ait aucun doute pour les victimes de ces abus qu'elles seront soutenues par notre nation. Dans cette perspective, j'aimerais me réjouir que, malgré certains événements, la commission indépendante sur les violences sexuelles sur mineurs ait été maintenue. Il a fallu qu'elle soit recomposée, mais il est certain que ces travaux participeront à nous éclairer sur un sujet complexe et difficile, mais également fondamental. Aussi, en conclusion, je reprendrai l'avertissement de l'un des nouveaux membres de la commission, le thérapeute et écrivain Jean-Paul Munier. Je le cite, « Ne détournons pas de nouveau notre regard de celui des enfants qui, désespérés, tentent de nous faire savoir le mal dont ils sont les victimes. » Il écrivait déjà ces mots en 1999, il y a déjà plus de 20 ans. Cela doit nous faire réaliser combien il aura fallu de temps pour que les choses avancent significativement. Vous comprendrez donc qu'à l'unanimité, le groupe RDSE votera en faveur de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est désormais à Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, après notre travail en première lecture sur la PPL présentée par notre collègue Annick Billon, que je tiens une nouvelle fois à remercier, ce nouveau rendez-vous pour parfaire la protection des mineurs des crimes et délits sexuels était très attendu. D'autant que le travail du Sénat avait fait naître une polémique injustifiée dans les médias du fait d'une interprétation erronée. Les tabous sont levés, la cause des enfants victimes de ces violences sexistes brise fort justement le mur du silence. C'est notamment grâce aux associations de protection de l'enfance et aux nombreuses victimes qui ont continué à se battre. Elles ont démontré à juste titre la nécessité de faire évoluer notre droit pour une loi plus claire, marquant un interdit sans ambiguïté et surtout
sans avoir à interroger le consentement prétendument de la victime. L'interdit est clairement posé ici. Aucun adulte n'a le droit d'avoir de rapport sexuel avec un ou une enfant. Fixation d'un seuil de 15 ans repoussé à 18 ans pour l'inceste. C'est une bonne chose, mais malheureusement ce seuil est assorti, en dehors de l'inceste, d'une condition d'écart d'âge de 5 ans pour prendre en compte la clause dite de Roméo et Juliette. Même si nous avons bien compris que cet écart n'aurait plus lieu d'être dès lors qu'un des éléments classiques du viol serait présent, nous craignons que cette rédaction limite véritablement la portée de cette mesure et nous fasse retomber dans les mêmes débats autour du consentement. En effet, 65% des violeurs de mineurs ont entre 18 et 24 ans et certaines victimes de 14 ans, par exemple, seront par conséquent moins bien protégées. Nous devons y réfléchir. Par ailleurs, en première lecture, mon groupe avait déposé un amendement pour compléter la définition du viol et instaurer une présomption de contrainte, estimant que la création d'une infraction autonome, sans jamais utiliser le mot viol, posait problème. L'ajout par l'Assemblée nationale de ce terme, et parce que les mots ont un sens, nous convient. Si nous nous réjouissons que les débats à l'Assemblée nationale aient permis de considérer l'inceste non plus comme une circonstance aggravante, mais bien comme une infraction à part entière, vous proposez en quelque sorte de le conditionnaliser à la notion d'autorité de droit ou de fait. N'est-ce pas une porte ouverte pour les agresseurs qui ne sont pas dans une situation d'autorité de droit ou de fait ? Notre groupe soutient par contre sans réserve le nouveau délit créé pour des faits de sextorsion qui va plus loin que la corruption sur mineurs en s'adaptant à la réalité d'aujourd'hui, à savoir le tout numérique et l'utilisation d'Internet. Enfin, nous soutenons le mécanisme créé de prescription glissante pour permettre la prolongation du délai de prescription en cas de nouvelles infractions, tout en entendant les réserves du syndicat de la magistrature sur l'imprescriptibilité de fait. Au final, ce texte crée de nouvelles infractions allant du crime au délit pour essayer de couvrir un champ très large. Mais attention à la complexité de tous ces dispositifs. Le principe de lisibilité de la loi est ainsi sérieusement écorné, il nous faut bien en mesurer les conséquences. Mes chers collègues, ce texte est important. Il est le fruit d'un long travail, et notamment celui de Marie Mercier que je veux saluer. Un travail collectif pour améliorer ces définitions du viol et de l'agression sexuelle qui ne pouvaient être les mêmes quand on parle de mineurs. Je regrette néanmoins que tout en apportant de belles avancées, ils affaiblissent parfois la portée du texte initial en créant des dérogations. De même, je m'interroge sur la temporalité qui va pouvoir exister avec le travail sur l'inceste de la commission indépendante coprésidée par Édouard Durand ou celui du groupe de travail contre la prostitution des mineurs. Mes chers collègues, je crois qu'au-delà du répressif et du suivi des auteurs, nous devons nous interroger sur le rapport de notre société à ce phénomène des violences faites aux enfants. Agir sur les mentalités par l'éducation, la déconstruction des stéréotypes sexistes, c'est une urgence. Nous devons également prendre le temps d'évaluer les politiques qui sont mises en place, judiciaires mais pas seulement. Je pense notamment à la pratique de la correctionnalisation ou encore à l'accueil, à l'accompagnement des victimes, à la formation des professionnels. Comment ignorer que les brigades locales de protection des mineurs sont en souffrance en termes d'effectifs et de moyens ? En attendant, cette loi est une étape importante dans la lutte pour protéger les enfants contre les délits et crimes sexuels, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à notre collègue Annick Billon. Monsieur le président, monsieur le garde des Sceaux, merci pour vos mots. Monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, merci chère Marie, mes chers collègues. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour examiner ma proposition de loi modifiée qui intègre désormais les crimes et délits incestueux. Le 21 janvier dernier, le Sénat inscrivait pour la première fois dans la loi un seuil d'âge de non-consentement à 13 ans. L'inadaptation des critères du viol et l'impossibilité d'un enfant à consentir à une relation sexuelle avec un adulte, enfin reconnue. La Haute Assemblée a ainsi ouvert la voie en adoptant ce texte à l'unanimité. Parce qu'il est difficile d'obtenir un tel consensus, ce vote témoigne de la capacité du Sénat à s'emparer d'un sujet trop longtemps passé sous silence. Ce texte, débattu à l'Assemblée nationale le 15 mars dernier, revient enrichi et modifié
grâce à un travail de co-construction du Parlement avec le garde des Sceaux. Je souhaite à ce titre remercier tous ceux qui ont contribué à son amélioration. Madame la rapporteure Marie Mercier, la commission des lois du Sénat, la rapporteure de l'Assemblée nationale, Madame Alexandra Louis, et les députés, le gouvernement et enfin le groupe Union centriste et son président Hervé Marseille pour avoir pris le risque d'inscrire cette proposition de loi à l'automne dernier, à un moment où ce sujet ne faisait pas consensus. La commission des lois du Sénat, par la voix de sa rapporteure, a souhaité retoucher le texte issu de l'Assemblée nationale. Ces amendements n'ont pas pour but de remettre en cause les grands équilibres trouvés, mais de nous assurer de sa cohérence juridique. Il en va de la protection des victimes. Nous nous devons d'apporter une réponse pénale ferme et adaptée à ce qui s'avère relever d'un phénomène de masse. 60% des victimes de violences sexuelles sont des enfants. Et sur les 300 000 victimes de viol chaque année, seuls 0,3% des violeurs sont condamnés. Pendant trop longtemps, nous avons fait preuve d'impuissance, voire d'incurie, pour traiter ce fléau. Notre regard sur les violences sexuelles sur mineurs, spécifiquement dans le cadre intrafamilial, a été frappé de cécité. Et pour cause, nos sociétés ont érigé depuis plusieurs siècles le foyer en sanctuaire. Difficile alors d'appréhender les atrocités étouffées qui peuvent se jouer dans le huis clos familial. Il aura fallu plusieurs étapes, plusieurs lois, plusieurs ouvrages, plusieurs témoignages pour que la parole se libère massivement, mais aussi et surtout pour que l'on entende enfin la voix de ces enfants. À présent, ces agissements seront qualifiés et reconnus dans le code pénal comme des infractions spécifiques. Elles porteront les noms de viol sur mineur, viol incestueux, agression sexuelle sur mineur, agression sexuelle incestueuse. Nos collègues députés ont introduit des dispositions nouvelles sur l'inceste d'abord. Désormais, l'inceste est reconnu comme une infraction spécifique et puni à hauteur de sa gravité lorsque la victime est mineure. Les députés ont également opté pour le relèvement du seuil de 13 à 15 ans, à partir duquel tout rapport sexuel entre une personne majeure et un mineur est un crime. J'avais initialement fait le choix de poser cet interdit à 13 ans et de renforcer, avec la commission des lois, la protection des adolescents de 13 à 15 ans. Le texte voté à l'Assemblée nationale a pris une autre voie, un interdit à 15 ans avec des exceptions, afin notamment de tenir compte des amours adolescentes en prévoyant un écart d'âge de 5 ans. Nous sommes animés par un objectif commun, celui de mieux protéger nos enfants face aux agresseurs sexuels. Et si je reconnais la portée symbolique de ce seuil à 15 ans, je reste cependant convaincue que le dispositif initial portait en lui l'avantage de la clarté et celui de la sécurité juridique et constitutionnelle. Ce dispositif avait malheureusement été mal compris au moment de son adoption et des interprétations erronées et abusives avaient prospéré, déduisant à tort que le Sénat avait abaissé l'âge du consentement à 13 ans. L'Assemblée nationale est également venue préciser l'apport du Sénat en matière de prescription. La prescription glissante proposée par le gouvernement donnera l'opportunité à celles et ceux qui n'ont pas pu ou pas voulu parler de confondre leur agresseur et de réhabiliter ainsi ces victimes qui se sont murées dans le silence, craignant que leurs paroles ne les livrent à plus de violence que de justice. Ce texte apporte des avancées majeures et attendues car il entérine un virage décisif dans la manière d'appréhender les violences sexuelles sur mineurs. À présent, un enfant ne sera plus jamais considéré comme complice ou complaisant vis-à-vis des actes sexuels qu'un adulte commet sur lui. Ce changement de paradigme est fondamental dans la reconstruction future des enfants. En reconnaissant intégralement leur qualité de victime, la justice permettra de retirer le poids d'une culpabilité éprouvée à tort. Chers collègues, en 2018, à l'occasion du vote sur le projet de loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes, j'avais, devant cette Assemblée, posé la question suivante. Les dispositions proposées permettront-elles réellement de protéger nos enfants contre les prédateurs sexuels et d'en finir avec l'impunité des agresseurs ? Je n'en étais pas convaincue. Aujourd'hui, je me félicite que vous permettiez à cette proposition de loi d'atteindre pleinement cet objectif.
C'est une étape majeure qui est franchie. La prévention et la formation doivent désormais s'additionner au droit pour éradiquer ces violences inacceptables. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. Et la parole est maintenant à Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologie et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, je souhaiterais débuter mon intervention au nom de mon groupe par un hommage. Un hommage aux victimes qui ont eu l'énergie et le courage de parler. Un hommage aux associations qui se sont battues depuis tant d'années. Un hommage aux parlementaires, Annick Billon, mais aussi Laurence Rossignol, Michel Meunier, Isabelle Santiago. Et donc souligner que parfois, cette société civile, que l'on désigne de termes parfois un peu péjoratifs, a fait que la société a bougé et a fait que nous, parlementaires, engagés depuis longtemps sur ces sujets, avons pu être soutenus pour faire avancer cette cause. Mais le combat a été long et, y compris dans cet hémicycle, n'a pas toujours été entendu. Nous avons débattu un nombre de fois incalculable de ce sujet depuis que je suis élu, c'est-à-dire 2017. Plusieurs propositions de loi, projets de loi, au cours duquel des propositions ont été faites, y compris par les socialistes, y compris sur ce texte. Il y a peu, le 21 janvier, nous avons proposé le seuil d'âge à 15 ans, rejeté. Nous avons proposé l'inceste interdit à 18 ans, rejeté. Nous avons proposé la prescription dite glissante, qui a été acceptée ici avec un intérêt manifesté par le garde des Sceaux, qui a indiqué à ce moment-là qu'il souhaitait y retravailler. Si je souligne cela, c'est parce qu'il faut beaucoup d'obstination lorsqu'on est parlementaire, nous n'en manquons pas, mais que pendant ce temps, les victimes ne sont pas protégées et que nous pouvons voir les choses positivement. Il a donc fallu que les semaines passent pour qu'au final, chacun se rende à la raison et décide de soutenir les propositions qui furent les nôtres. Donc soyons optimistes, ou plutôt positifs, et notons les progrès accomplis. Ils sont incontestables. Un grand nombre de mesures doivent être retenues et saluées. Mais plusieurs nous posent problème. La première concerne la question de l'écart d'âge. L'écart d'âge de 5 ans, baptisé clause Roméo et Juliette, permettant de qualifier de amours adolescentes les relations sexuelles entre un jeune de 19 ans et un jeune de 14 ans. Tout cela va être une brèche insupportable face à la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs dont nous voulons tous être les porteurs. Et donc nous proposons la suppression de cette notion. La deuxième difficulté que nous constatons, c'est la notion d'autorité de droit ou de fait. Je pense qu'il y a une confusion sur ce sujet. L'inceste n'est pas un crime de pouvoir. L'inceste est un interdit anthropologique. Et donc il n'y a pas de notion de pouvoir de droit ou de fait à prendre en considération dès lors que l'inceste doit être sanctionné. Enfin, vous avez évoqué, monsieur le garde des Sceaux, à juste titre, le fait que le texte désormais protège davantage le mineur en situation de prostitution, victime. Mais vous l'avez précisé, mineur de 15 ans. Pourquoi de 15 ans? Et nous proposons dans ce texte que ce soit tout mineur qui soit protégé dans cette situation. Car en quoi cela serait-il moins grave que ce soit un mineur de 16 ans qui soit victime de prostitution? Et donc, nous le proposons ici. Nous avions proposé d'autres compléments de protection, obligation de signalement, des sujets qui ont été écartés grâce au bonheur de la procédure parlementaire, mais auxquels nous tenons, vous le savez. Il se pose un sujet par rapport à ce texte qui est sa possibilité d'application par les juridictions.
Nous avons désormais une législation extraordinairement complexe face à un sujet qui l'était déjà. Et j'ai tendance à craindre la possibilité, du coup, de s'insérer dans des failles ou dans des imprécisions qui fassent que, sur certaines infractions, les parquets, mais aussi les plaignants, soient en difficulté pour obtenir des poursuites. Nous aurons bien sûr certains parquets au fait, parquets spécialisés, mais tous les parquets de France ne sont pas dans cette situation. Et je vous le dis, je pense que, de ce point de vue, nous ne faisons pas œuvre de justice efficace. Et donc, sur l'ensemble de ces raisons, même si, évidemment, nous saluons le progrès, même si nous regrettons qu'il ait fallu tant de textes pour arriver à un résultat qui approche le positif, mais pour autant, à ce stade, mon groupe n'a pas encore décidé d'approuver ce texte, sauf à ce que l'écart d'âge que j'évoquais tout à l'heure, ou que la notion d'autorité, de droit ou de fait que j'évoquais également, soit écartée. Sous cette réserve, nous envisageons de ne pas voter pour ce texte, car nous souhaitons qu'il progresse encore, y compris au cours des échanges et de la commission mixte paritaire. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Jacky Deromedi pour le groupe Les Républicains. Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes réunis une nouvelle fois cet après-midi pour étudier la proposition de loi de notre collègue Annick Billon après son examen en première lecture à l'Assemblée nationale. Nul besoin de souligner ici l'importance du sujet, tant l'actualité nous rappelle presque chaque semaine que des enfants ont souffert, souffrent et risquent de souffrir encore si rien ne change. C'est l'honneur du Sénat que d'avoir mis à l'agenda politique, au travers de cette PPL, la question d'une révision de notre droit en matière de crimes sexuels sur mineurs. Nous en avons collectivement fait le constat. La dernière réforme date, certes, de 2018. Elle ne résout pour autant pas l'ensemble des problèmes que la libération de la parole des victimes et la libération non moins importante de notre écoute a contribué à mettre au cœur des priorités politiques. Les débats en première lecture ont été riches et je crois que la navette parlementaire a rempli son office. Preuve en est, le gouvernement a décidé de reprendre le texte issu du Sénat pour faire aboutir la réforme et il nous faut le souligner. Nous le savons, l'Assemblée nationale a décidé de fixer le seuil de non-consentement à un rapport sexuel avec un mineur à 15 ans, contre 13 ans proposés au Sénat. Nous ne nous opposerons pas à ce nouveau seuil, même si les retours du terrain nous font craindre une application juridique plus compliquée pour les professionnels concernés. Je tiens ici à rappeler que le Sénat, contrairement aux mauvaises politiques suscitées lors du vote du premier texte en lecture, n'avait décidé de fixer le seuil de non-consentement à 13 ans que dans le but d'éviter une censure du Conseil constitutionnel. Nous avons jugé en conscience qu'une telle censure aurait constitué un signal extrêmement déplorable pour les victimes en attente d'un cadre plus protecteur. L'introduction lors de la navette de la clause dite Roméo et Juliette doit permettre d'éviter une telle censure. Il s'agit de prendre en compte dans notre droit ce qui peut être qualifié d'amour adolescente, caractérisé par un faible écart d'âge entre une personne mineure et une personne majeure. Avec l'adoption de ce texte, les choses seront donc claires. Toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans sera considérée comme un viol. Dans le cadre d'une relation intrafamiliale, toute relation avec un mineur commis par un proche ayant une autorité de droit ou de fait sera désormais qualifiée de vol incestueux. Le débat parlementaire n'a pas seulement permis de modifier des curseurs d'âge, si importants soient-ils. Sur notre initiative et avec le travail de l'Assemblée, il a également permis de préciser notre droit en le rendant plus proche de la réalité que vivent encore de trop nombreuses victimes. C'est ainsi que nous avons introduit dès la première lecture au Sénat le sujet de la prescription glissante pour les cas de crimes sériels.
L'Assemblée s'en est emparée et je me réjouis que la disposition ait été conservée. C'est également le Sénat qui a proposé l'introduction des rapports bucco-génitaux dans la définition légale du viol, réparant en ce sens un oubli dommageable de notre droit. À l'initiative de notre rapporteure Marie Mercier, la commission des lois a amélioré le texte en modifiant par exemple la nouvelle infraction pénale introduite à l'Assemblée nationale visant à réprimer le fait pour un majeur de demander à un mineur l'envoi d'images pornographiques de lui-même. Notre commission des lois a fait le choix d'élargir la protection des mineurs en prévoyant que cette nouvelle infraction concerne l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de moins de 15 ans. De la même manière, nous avons fait le choix en commission d'élargir la protection garantie aux mineurs dans les cas dits de sextorsion. Ce délit, qui consiste pour un majeur à extorquer la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique d'un mineur, permettra de protéger l'ensemble des mineurs et non les seuls mineurs de moins de 15 ans. La peine sera quant à elle aggravée si les faits sont commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans ou en bande organisée. Mes chers collègues, le texte qui nous revient au Sénat en deuxième lecture est, je le crois, un texte d'équilibre adapté aux enjeux de notre temps. Ce sujet difficile peut demain concerner chacun de nos enfants. Ne nous faisons pas d'illusions, la réponse pénale que nous organisons aujourd'hui est certes un élément essentiel de la lutte contre les crimes sexuels commis sur les mineurs, elle n'en constitue pourtant qu'une partie. Le reste du travail est complexe et doit mobiliser l'ensemble de la société dans les milieux associatifs, auprès des familles dans les écoles, les collèges et les lycées, sans oublier Internet qui constitue sans aucun doute le grand enjeu de demain. À la place qui est la nôtre dans cet hémicycle, nous avons fait notre devoir et je crois que nous pouvons collectivement en être fiers. L'unanimité qui a prévalu en première lecture, tant au Sénat qu'à l'Assemblée, nous oblige. Le travail se poursuit cet après-midi. Nous le devons à toutes les victimes, aux si nombreuses familles brisées et à la société tout entière qui attend de nous des actes forts. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Valérie Boyer pour Les Républicains. Monsieur le ministre, madame le rapporteur, madame l'auteur du texte, mes chers collègues, combattre les violences, notamment sexuelles, face aux mineurs, c'est s'attaquer à des cas intolérables de violation d'atteinte à la personne de l'enfant, à leur innocence, à leur intégrité physique et mentale. Ces actes abjects sont autant de traumatismes pour ces jeunes victimes. Il faut relever votre masque. Voilà. Très bien, il est remonté. Merci. C'est ainsi que dans la vie d'un nombre important de personnes, des centaines de milliers, peut-être même plus, dans notre seul pays, cette vie a été abîmée, gâchée ou ruinée par des personnes qui se devaient au contraire de protéger et de faire grandir. Rappelons, selon un sondage, que près de la moitié des victimes de viol dans l'enfance auraient fait par la suite une tentative de suicide. Nous ne le dirons jamais assez, les viols sont une honte pour notre pays, mais plus largement pour toutes les nations de ce monde qui les acceptent et qui ne les punissent pas. En France, environ 2 enfants par classe sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% des violences sexuelles commencent avant 18 ans. La première agression survenant en moyenne à 9 ans au moment du CM1. Dans 94% des cas, elles sont commises par des proches. Depuis de nombreuses années, une prise de conscience collective s'est opérée grâce aux professionnels de la prévention, de la santé et de la répression, grâce aussi à une évolution des mentalités, où il n'est plus interdit de tout interdire. Au contraire, il est même parfois recommandé d'interdire ce qui doit l'être. Je veux les remercier, je veux saluer leur travail, notamment celui des associations. Je veux saluer l'engagement des professionnels. Je pense ici à Ernestine Renet et au juge Édouard Durand pour le HCE, à Françoise Laborde ou encore à Muriel Salmona et tant d'autres qui ont réveillé des consciences. Les récents mouvements de mobilisation, notamment avec le hashtag #MeTooInceste, ont généré un nombre considérable de témoignages dénonçant ces drames. Désormais, les violences sexuelles ne sont plus tues dans le secret d'une famille, d'une entreprise. Désormais, elles ne sont plus minimisées et nous avons tous pris en compte l'impact traumatique de ces violences. La parole des victimes s'est libérée et rien ne doit l'arrêter et rien ne doit arrêter ce mouvement. Selon le juge Édouard Durand, le passage à l'acte de l'adulte est une perversion du besoin affectif de l'enfant. En aucun cas, un enfant ne peut être consentant à une relation sexuelle et c'est bien que ce texte le dise. C'est pourquoi il était important que le Parlement soit au rendez-vous. Nous le devons au nom des plus de 165 000 enfants violés chaque année.
3 minutes un abus sexuel et ce sont des années de graves conséquences sur la vie d'un enfant. J'ai aussi la conviction, depuis plusieurs années, que la lutte contre les violences physiques et sexuelles dépasse nos égos et nos clivages. Je suis fière que cette loi puisse constituer un remarquable pas en avant. Et je pense que nous pouvons être tous fiers collectivement d'y avoir contribué sur tous les bancs de cette Assemblée. C'est la preuve que le bicamérisme est important. Et je veux saluer le travail de la présidente Annick Billon, qui a eu l'initiative de ce texte que nous nous apprêtons à voter, je le crois et je l'espère unanimement. Merci beaucoup, Madame la présidente de la DDF. Que ce soit au Sénat puis à l'Assemblée nationale, grâce à nos débats, le texte a évolué et s'est profondément enrichi. Pour autant, à titre personnel, je reste réservée sur l'infraction autonome. Je crois toujours que nous devons insister sur l'absence de contrainte et non l'absence de consentement, car seul l'auteur est responsable de ses actes et jamais un enfant ne peut consentir. Une seconde voie était constitutionnelle en respectant le principe de présomption d'innocence d'une part et le principe d'égalité devant la loi d'autre part. Je m'interroge aussi sur l'institution d'un écart d'âge de 5 ans permettant de ne pas criminaliser les amours adolescentes. Je crois que cette clause de 5 ans, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, crée en effet une entorse au principe que nous tentons de défendre. Malgré ces réserves, je suis convaincue que le texte que nous devons voter va dans le bon sens. Il répond aux préoccupations exprimées tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Nos travaux ont permis de dégager un consensus sur un certain nombre de principes. Je me félicite par exemple de l'adoption de notre amendement avec Michel Savin qui vise à élargir la liste des infractions entraînant une inscription dans le fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. De l'adoption de cet amendement du groupe écologiste concernant les actes bucco-génitaux, du groupe socialiste sur la définition du viol, de nos avancées bien sûr sur la prescription, et je pense aux avancées portées à l'Assemblée nationale aussi, à l'instauration d'un seuil d'âge de 15 ans, seuil d'âge que j'ai toujours défendu. Il était important que la justice se focalise sur l'agresseur et non plus sur le comportement de la victime. Il est possible qu'il ait utilisé la violence, la menace ou la surprise, mais il y a une certitude, l'enfant a toujours été contraint et l'enfant ne peut jamais consentir. Je salue également l'institution d'un seuil d'âge à 18 ans en cas d'inceste. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite, mais je sais que tous ici le feront, à soutenir unanimement ce texte. Albert Einstein disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Je pense que là, nous avons tous collectivement essayé d'agir. C'est pourquoi je vous le dis aujourd'hui avec force, avec détermination, avec conviction, car être engagé dans la vie publique, c'est avant tout défendre des convictions. Et si vous me permettez, Monsieur le Ministre, avec passion et émotion, parce que c'est ça aussi qui nous anime. Et donc, je crois que nous pouvons être heureux aujourd'hui, en ce 25 mars 2001, de porter ce message, ensemble, unissant nos efforts pour les victimes, pour les enfants, qui espèrent de nous et nous obligent, et de ces victimes qui, je le sais, nous regardent et qui, aujourd'hui, se sentent probablement moins seuls et surtout écoutés et compris. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la discussion générale est close. Je crois que le ministre ne veut pas parler à ce stade. Donc, avant de passer à la discussion du texte de la commission, je vais suspendre la séance afin de permettre à la commission de se réunir sur les amendements qui ont été déposés en début d'après-midi. Monsieur le Président, de combien de temps estimez-vous avoir besoin ? Monsieur le Président, une vingtaine de minutes, s'il vous plaît. Bien. Donc, la séance est suspendue. Elle sera reprise à 17h40.